Bienvenue au jardin vous est proposé par Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bien le bonjour à tous, nous sommes au 2 juillet, et oui, de plus en plus l'été est là, l'été nous accompagne et les vacances se profilent. Même si Monsieur Roland Motte attend impatiemment la fin de l'année, ça sera dans 182 jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà 183 jours de fait. Eh oui, on vient juste de dépasser la moitié. Et nous sommes le 11e jour du signe astrologique du Cancer, le 14e du mois de Messidor. Oui, les moissons vont arriver dans le calendrier républicain français et est associé la lavande, le genre lavandula. Qu'est-ce qu'on entend dans lavandula ? L'avant déjà. L'avant, et puis l'après-dula. Ils ont voulu faire l'après-dula, mais ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. On entend laver. Ah, l'avant. Ah oui, t'as raison, laver. Pourquoi donc laver ? Parce que ça a toujours été un produit qu'on associait avec les savons pour le parfumer. C'est un coup de Linné, ça, de trouver un nom comme ça ? Alors, bien sûr, le genre lavandula a été créé par monsieur Carl von Linné en 1753. Est-ce que tu savais qu'il y a 47 espèces de lavande ? Oh là, 47, non. Nous, on n'en fréquente pas 47 quand même. On est toujours dans cette famille des plantes aromatiques qui est la famille des lamiacées, qu'on appelait les labiers dans le temps. Pourquoi les labiers ? Labier, bon, pas la moindre idée. Qu'est-ce qu'on entend dans labier ? Et labier fait pas le moine ? Les labiales ? Les labiales, donc les lèvres, et c'est parce que ce sont des fleurs qui portent dans leur forme une sorte de lèvre qui sert de terrain d'atterrissage. Quand on est sur les sauges, on a un vrai terrain d'atterrissage pour l'insecte qui vient les polliniser. Que sont les lavandes ? Des petits arbustes qu'on appelle des sous-arbrisseaux souvent. Pour moi, c'est quand même plus des arbustes parce que la partie ligneuse, elle n'est pas simplement au niveau de la souche, elle est aussi aérienne. Ça se développe quand même en bois. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'il ne faut pas tailler le bois. Oui, puis ça peut faire du gros bois, du vieux bois. D'ailleurs, elle devient moche au fil du temps. C'est exactement ça, puisqu'en fait, la particularité ou le défaut de la lavande, c'est que ça ne reperce pas sur le vieux bois. Donc petit à petit, la souche grossit, dégarnit, et lorsque vous avez gardé une lavande une dizaine d'années dans votre jardin, vous pouvez être quand même très très content. Alors, d'où viennent les lavandes ? Des régions sèches, ensoleillées, rocailleuses, du pourtour méditerranéen pour la plupart, Afrique du Nord, Canaries aussi. Alors là, on est plutôt du côté atlantique, mais on est dans ces milieux à la fois un peu marins, mais avec des climats secs, et on en trouve aussi jusque dans le sud-est de l'Asie. La plante, donc, comme je vous disais, au niveau du nom, qui s'est inspiré de lavarer, laver, et on a toujours utilisé dans les sels de bain, les onguents, les parfums, parce que les fleurs... Eh ben ça sent bon. C'est formidable. C'est à tomber, mais oui. C'est à tomber. Lavandula angustifolia. C'est la lavande vraie, non ? La lavande fine, qui est donc une plante à feuilles étroites, angustifolia. Ils auraient pu dire à feuilles étroites, c'était bien aussi. Oui, mais parce que les Allemands n'auraient pas compris, et les Chinois non plus. Lavandula angustifolia, c'est pour le monde entier. D'accord. Les noms botaniques qui vous semblent parfois compliqués ont un avantage extraordinaire. C'est que la personne à qui vous parlez, quelle que soit sa langue, elle peut identifier la plante si elle est un peu botaniste, bien entendu. La particularité de la lavande vraie, c'est qu'elle fait une fleur sur un seul épi. Alors que le lavandin, qu'est-ce que le lavandin ? C'est une grosse lavande. C'est lui qu'on cultive. C'est exactement ça. C'est principalement sur le plateau de Valençol où vous avez vraiment ces champs de lavande sublimes. Allez-y un jour, vous avez des photos à vous rapporter de paysages. Ça fait vraiment plaisir. Lavandula, qui s'appelle X, veut dire hybride, intermédiaire. C'est un croisement naturel entre la lavande vraie, Lavandula angustifolia, et la lavande aspic, la Lavandula latifolia. Et la particularité du lavandin par rapport, c'est qu'il fait des fleurs sur plusieurs épis. Vous avez l'épi central et souvent il y a une ramification et donc on peut le reconnaître. Et comme tu le disais fort justement, c'est quand même une plante qui est beaucoup plus vigoureuse. Alors il y a plein d'autres lavandes. Bon, juste un petit clin d'œil comme sur Lavandula pedunculata, la lavande
papillon, hein, qui a vraiment comme des petites ailes en haut de son épi, qui fleurit beaucoup plus tôt. La lavande laineuse, Lavandula lanata, et ses pourpres violacées, mais les feuilles, elles sont entièrement couvertes de poils gris argentés. Mois de juillet, mois de la lavande, mois aussi de la naissance en 1857 en Écosse de monsieur Augustine Henry. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec la Chine et qui a découvert une plante grimpante aux feuilles veinées de blanc et qui a été nommée en son honneur 6 ans plus tard, Vitis henriana. C'est une très jolie plante, intéressante pour votre jardin, aujourd'hui intégrée dans le genre Partenacea. Donc c'est une vigne vierge, la vigne vierge de monsieur Henry, et elle est beaucoup moins forte au niveau de la vigueur que les autres, mais elle est beaucoup plus jolie. Un arbre lui a été dédié un truc invraisemblable qui s'appelle Hymenopteris henryi. Donc c'est un arbre qui fleurit une fois tous les 36 du mois, quand il veut. Très spectaculaire, belle floraison blanche, etc. Nous avons la chance d'en avoir vu à l'arboretum de Kamthout en Belgique. Ils ont des Hymenopteris qui fleurissent de temps en temps. Et ça, c'est toujours un événement. 2 juillet, nous sommes à la Saint-Martinien, qui a été martyrisé à Rome au 1er siècle, et Saint Bernardino. Il y a aussi la visitation de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait donc? Elle était enceinte de Jésus, elle a été voir sa cousine Élisabeth, qui était elle enceinte de Jean-Baptiste. T'as trouvé un prénom invraisemblable. Ah oui, parce qu'il y a des prénoms cachés derrière les prénoms connus. C'était la Saint-Processe également, au Moyen-Âge. Hein. Oui, parce qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup qui s'appellent comme ça. C'est dommage pour eux d'ailleurs. Pour le dicton, à la Saint-Processe, c'est le jour pour nous montrer vos... Très bien, bravo. Tu n'es pas tombé dans le panneau. Je savais ce que tu voulais nous faire dire. Oh, Roland. C'est joli, Edelweiss. Oui. S'il pleut, à la visitation des fruits à discrétion. Ça veut dire que s'il pleut maintenant, ça favorise énormément la production fruitière, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les fruits commencent à se développer, et s'il n'y a pas d'eau, ils risquent de ne pas être terribles. D'accord. Barbecue de Saint-Bernardin, le grillardin s'affaire dans le jardin. Ah oui, alors ça c'est riche. Hein. C'est que de la rime riche, hein, donc ça ne peut venir que de toi. Une nuit de travail. Pourquoi ça veut dire que je suis riche? Tant pis. Question de Ufovni. Mon Gloxinia en pot, je l'ai depuis 2016. Il meurt parce que les feuilles et les tiges sont molles et humides. Puis, il ressuscite au début du printemps. Je sais qu'il ne fait pas arroser les feuilles, mais j'ai 2 questions. Le Gloxinia est-il programmé pour faner puis reprendre un cycle au printemps? Et pourquoi ce processus n'arrivait-il pas les premières années? Alors effectivement, le Gloxinia, qui ne s'appelle pas Gloxinia d'ailleurs, qui s'appelle Synangia speciosa depuis des années et des années, il y a un vrai Gloxinia en botanique qui ne ressemble pas, qui est de la même famille des Gesneriaceae, mais qui ne se ressemble pas. Donc on devrait dire le Synangia. Mais bon. On dit plutôt Gloxinia des fleuristes, oui. Exactement. Ouais. Normalement, c'est une plante qui entre en dormance. C'est une souche rhizomateuse qui conserve toute l'énergie de la plante, et la partie aérienne disparaît complètement. Ça s'appelle tout simplement une plante caduque. Il n'y a pas de mystère là-dedans. Voilà, c'est un processus normal pour ce Gloxinia. Parce que pourquoi une plante rentre en dormance? C'est parce qu'elle habite dans des régions où il y a des périodes climatiques bien marquées. Que ce soit l'hiver, avec le froid, ou que ce soit certains étés avec la sécheresse. Dans le cas présent, si vous cultivez votre Gloxinia dans la maison, température 20 degrés constante toute l'année, arrosage régulier, etc., il n'y a aucune raison pour que la plante se mettrait tout d'un coup en dormance. Ben oui, c'est les mêmes conditions. Sauf que elle ne fleurira pas. Oui. Parce que son cycle est perturbé. Notre auditrice ou notre auditeur se rend compte que les feuilles sont molles et humides, etc., c'est parce que à un moment donné, l'arrosage est trop abondant, et quand on arrive en fin de saison, c'est là qu'il faudrait réduire très sensiblement l'arrosage, de manière à permettre à cette plante de rentrer dans sa dormance. Comme les amaryllis finalement. Comme beaucoup de plantes. Elle s'endort, on l'arrose plus, elle revient, ça va fleurir. Il faut faire ça. Le Gloxinia, c'est pas la plante la plus simple à réussir à la maison. Il faut une pièce assez claire, mais pas plein soleil. Température minimale 18 degrés, plutôt 24-25 degrés. En revanche, la dormance, c'est entre 7 et 15 degrés. Donc il faut aussi trouver l'endroit, la pièce, pour que ça puisse fonctionner. Plante qui aime les sols acides, poreux
filtrant donc plutôt une véritable terre de bruyère. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. En ce moment, la végétation est très abondante, foisonnante même parfois, et certains végétaux ont la fâcheuse particularité d'émettre ce que l'on appelle des rejets. Les rejets, c'est quoi? C'est une pousse vigoureuse qui sort de la souche, pas toujours, parfois un petit peu plus loin, qui peut être, dans le langage botanique, et on va essayer d'expliquer tout ça, un drageon, un stolon ou un gourmand. Le drageon, alors moi je mettrais ça plutôt sur un arbre fruitier par exemple, ça va rejeter. Pourquoi je dis toujours rejet moi? Le terme global générique, c'est rejet. C'est un rejet. Oui. Ça va partir d'une racine et ça va faire une tige qui va sortir. J'ai juste... C'est pas forcément un drageon, parce que le drageon va sortir au niveau du sol. Le framboisier, lui, émet des racines stolonifères, c'est-à-dire des racines qui sont horizontales et qui ont la particularité d'être capables de bourgeonner. Et à ce moment-là, on a le rejet qui sort, qui sont des drageons. Donc ça vient quand même d'un petit bourgeon qui est sur la racine. C'est ce qu'on appelle un bourgeon adventif, et c'est une pousse au départ souterraine. On en a énormément sur des plantes qu'on appelle des plantes drageonnantes. Oui. J'aurais eu juste là. Cite-moi quelques-unes quand même de ces plantes drageonnantes, parce qu'il y en a qui sont intéressantes. Alors moi je te dirais l'acacia dans le sud de la France, donc le mimosa qui va lui rejeter, d'ailleurs c'est un vrai boulet, il en fait trop. L'acacia du nord de la France, à savoir le robinier, c'est encore pire. Le robinia, oui. Catastrophique. On l'utilisait en taillis. Le taillis qu'on coupe tous les 30 ans, c'est parce qu'on fait des barrières avec cet acacia, ce robinia pseudo-acacia. Nous on en a un très très beau, très près de notre jardin, un magnifique arbre. Mais à 10 mètres du tronc, c'est-à-dire donc sur toutes les racines fasciculées, les racines longues, ça rejette de partout. C'est un arbre fait une forêt, quoi. Oui, c'est ça, pratiquement. On en a un qui est pratique, c'est le noisetier. Parce que là, on peut faire des tuteurs. Là, moi, j'adore mon noisetier, il y en a partout. Du coup, le lilas, quand même. Hein. C'est un problème, le lilas, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça peut devenir lourd aussi. Il y en a un qui est encore pire au niveau du problème, c'est le sumac de Virginie. Oui, le rustifina, alors là. On est presque dans la plante, pas envahissante, mais pas loin quand même. Hein. Elle n'est pas invasive, parce qu'elle ne va pas se multiplier partout, mais elle est envahissante sur le lieu où elle se trouve. Oui, ça c'est sûr. L'élande qui, lui, fait partie des plantes invasives. On en parlera un jour aussi de ça. L'argousier, donc l'Hippophae rhamnoides, tout ça, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de drageons. En botanique, c'est assez facile de voir si une plante est drageonnante, parce que son nom d'espèce est particulier. Stolonifera. Voilà. Moi, le Cornus stolonifera. C'est ça, oui. En plus, il connaît tout, c'est formidable. Je suis le meilleur en cornouiller stolonifère. Il y a l'amélanchier aussi stolonifère, l'amélanchier stolonifera. La saxifrage stolonifère que l'on cultive en plante d'intérieur, qui est assez marrante. Ça fait des petites feuilles arrondies, bicolores, et puis il y a des longs fils comme ça, puis après on a des bébés un petit peu partout. Ça peut s'ancrer dans le sol, hein, tout simplement. Il y a un palmier stolonifère, Chamaedora stolonifera, et puis au niveau du gazon, on utilise l'agrostyle stolonifère qui fait un tapis très très dense, justement grâce à ces stolons. Il y a même un cactus. Echinocactus stoloniferus, qui est aussi... Alors, il fait des touffes, la plante principale, puis après vous en avez autre. Comment est-ce qu'on va essayer d'empêcher une plante de drageonner? C'est compliqué parce que c'est dans sa nature quand même. Oui, il faudrait ne pas toucher les racines, ne pas bouger, mais quand tu les as, les machins, il faut bien les couper quand même. Quand tu as ton acacia ou ton robinia pseudo-acacia, comme tu le disais, il y a un moment, tu vas pas te laisser envahir au niveau du gazon, donc il va bien falloir couper, tondre, enfin faire quelque chose. Alors il faut essayer d'aller les chercher vraiment sur leur point de naissance. Ça peut abîmer un peu la plante parce qu'on va couper aussi les racines. Certains disent qu'il faut pailler, mais le paillage, ça ne sert pas à tout. Non. On a un cerisier d'ailleurs qui lui aussi fait des rejets au niveau des racines. Le seul moyen, c'est de couper les racines. Oui, parce qu'en fait, il est sur merisier. Oui. Le merisier, lui, est naturellement drageonnant. Et il faut savoir une chose, c'est que plus vous les coupez, plus ça stimule la plante mère d'en faire d'autres. Il y a les bambous. Ah ouais, aussi qui sont Philostachys aurea, merci. Notamment, aurea, mais enfin, la plupart des Philostachys. Nous, on avait Philostachys nigra. Ces longs rhizomes traversaient un dallage de 4 à 5 mètres de long pour ressortir à l'autre bout. Et le champion mondial du drageonnage, c'est Populus tremoloides, dont on a déjà vu des drageons à... 80 mètres. Ouais. 80 mètres. Truc de fou, ça. Hein. C'est un truc de dingue. Alors, ça veut dire que les racines sont allées à 80 mètres. Oui, bien sûr.
Bien sûr. L'utilité d'un drageon, c'est que lorsqu'il est séparé de la plante mère, ça devient une plante autonome. Donc c'est une manière de propager. Je vous le déconseille parce que c'est hyper facile, notamment sur les framboisiers lilas, tout ça, vous le coupez, vous en refaites des petits et vous en donnez à tout le monde et après vous avez des drageons partout, parce que plus vous drageonnez et plus ça drageonne. Après, il y a les stolons. Alors c'est quoi les stolons? Les stolons, c'est comme sur le fraisier, si ma mémoire est bonne. Exactement. Ça fait des tiges et au bout, pop, il y a un bébé, le fraisier, il y a d'autres plantes, le chlorophytum, ah oui, le chlorophytum. La phalangère, il y a la fameuse Saxifrage stolonifera dont on parlait, le chien-dent, il y a plein de graminées comme ça qui sont aussi avec des stolons. On va terminer cette chronique avec les gourmands, puisque ça fait partie aussi des rejets. Et que sont les gourmands? Tiens, sur le rosier, le gourmand, il part du porte-greffe. Et il fait une tige sur le porte-greffe parce que lui, en dessous, il n'a pas envie de nourrir l'autre qui est au-dessus. Donc il se dit, attends, moi, plutôt la famille. Et donc il fait pousser des gros rejets qui ont une couleur de feuilles d'ailleurs un peu différente, un peu plus mate. Qui sont souvent des feuilles plus petites et même avec plus de folioles. Oui. Sur les rosiers modernes, on a en général entre 3, 5, parfois 7. Sur les gourmands, donc qui sont, comme tu l'as dit, fort justement des rejets du porte-greffe, on a souvent 7 à 9 folioles, oui. Donc plus petites. Il part direct. Et là, il va avoir plus de vigueur que la variété. Donc là, il faut vraiment aller les chercher et les couper, les éliminer, parce que sinon, vous en aurez tout le temps. Et on terminera avec juste un petit clin d'œil, parce qu'il y a un rejet dont on n'a pas parlé, et qui est très intéressant, c'est le keiki. Eh, keiki, mais oui, sur le phalaenopsis. Voilà, oui, j'adore le nom, le keiki. Le keiki, donc qui fait une sorte de petite plante à l'extrémité aussi d'une tige, enfin souvent sur la rampe florale d'ailleurs, oui. Et vous avez donc une jeune plante qui se développe. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Ah, toujours les applications, on en avait vu la semaine dernière, maintenant Roland s'est plongé là-dedans. Oui. Et qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est Blossom, alors là c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est une copine qui m'a dit tiens regarde toi qui connais en jardin, qui aime bien le jardin, elle m'a dit moi j'aime bien les plantes, j'en ai à la maison, je savais pas comment faire, je suis allé dans une jardinerie, j'en ai acheté une belle, regarde, c'était un ficus, elle savait même pas son nom, mais elle dit c'est maintenant je sais le nom parce que j'aime les plantes et j'ai voulu me lancer. Et elle a pris l'application Blossom direct. Et ça permet d'identifier la plante. Alors, ça identifie la plante. Donc là, j'ai pu voir, elle m'a montré. Donc là, tout est vrai. Ensuite, ça te donne des conseils. Et comme elle pense pas à tout, elle a mis l'alarme pour l'arrosage et l'engrais. Donc ça lui dit, sur son portable, régulièrement, attention, t'as oublié d'arroser ton ficus. Et avant, son problème, c'était ça. Donc voilà, 2,67 € par mois, c'est moins cher que la dernière, 31,99 par an, voilà. Oui, on gagne 5 centimes hein, si on s'abonne d'un coup. Et c'est gratuit 3 jours sur celle-là. Oh on va pas manquer ça. Non, il n'y a que 10 000 plantes, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Ça identifie que les trucs qui sont les plus connus. Les basiques, et donc c'est celles ça. que vous devrez connaître sans avoir Blossom, peu importe, ça peut être rigolo quand même. Enfin bon, moi je les piège extrêmement facilement. Bah oui, mais pour les gens qui débutent, c'est bien. On leur montre une plante qui ressemble à une autre, paf, ils tombent directement dans le panneau. Bon, peu importe. Mon choix, c'est la restauration de la rosette du jardin de Georges Sand à Nohant. Nohant, c'est dans l'Indre. Elle a un très très beau jardin autour de cette propriété et le Centre des Monuments Nationaux fera à l'automne prochain un chantier de restauration et là ils appellent à don jusqu'au 31 juillet sur une plateforme qui s'appelle Ma pierre à l'édifice pour récupérer 180 000 €. Georges Sand aimait les roses. Elle a écrit, comme toujours chez ses écrivains, des choses extraordinaires. « J'adore les roses, ce sont les filles de Dieu et de l'homme, des beautés champêtres délicieuses dont nous avons su faire des princesses incomparables et pour nous en remercier, elles sont ardentes à la floraison. » C'est bien écrit. Bravo. Même, ça, ah oui, hein. C'est très joli. Voilà, il fallait s'appeler Georges Sand et avoir son talent. Il y aura 200 rosiers qui ont été choisis par rapport à des caractéristiques de rose du 19e, puisqu'elle était née en 1804, hein, Georges Sand. 2500 bulbes, 340 mètres linéaires de buis. Bon, bonjour la pyrale. Ça va être vraiment un jardin qui va renaître. Moi, je l'ai vu déjà, ce jardin. C'est vrai qu'il y a une âme. Ça vaut le coup. Tout mécène aura son nom qui figurera, etc. Vous avez, en fonction de ce que vous donnez, quelques petits avantages. L'opération est parrainée par l'entreprise Les Roses Anciennes André Ève, que l'on connaît bien et qui, effectivement, vont certainement mettre les meilleurs rosiers qu'il faut pour tout cela. Au niveau des salons, manifestations, il n'y a pas vraiment de salon, mais il y a quand même le 30e anniversaire du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. C'est
le thème cette année, le jardin idéal. Il y a 30 nouveaux jardins. 30 ans, 30 jardins, c'est un peu logique. C'est quand même un endroit où il faut venir se promener. Oui. L'époque est absolument idéale pour aller faire un tour là-bas. Ils ont ouvert, on en avait parlé, un hôtel qui est juste à côté. C'est bucolique et c'est surtout une sorte d'utopie artistique. C'est un endroit où tous les sens sont en éveil. C'est une programmation à la fois jardinière, botanique, artistique. C'est unique. Chaumont-sur-Loire, ça vaut le coup d'être vu et il faut y aller et je vous l'incite. Alors toi, tu nous fais une start-up toulousaine. Oui, j'ai été favorablement surpris par Autour. C'est une jeune start-up des petits jeunes qui ont décidé de créer une activité et un vrai boulot là autour. Et c'est une tour, donc ils occupent l'espace aérien au niveau du jardin. Alors de deux façons, soit avec du terreau évidemment, donc ça fait des alvéoles et on peut occuper l'espace, on peut faire des grands trucs. Ou alors de l'hydroponie comme ou alors de l'hydroponie, et là ils le font au niveau professionnel. C'est 90% fabriqué près de Toulouse, puisqu'ils ont fait ça, puis 10% quand même dans l'Est de la France. Donc on va avoir autour.com où ils vont vendre les produits directement en ligne. C'est pas encore le cas pour l'instant. On les trouve dans des jardineries autour de Toulouse, à Albi, à Castres, même à Brest, tiens. Et puis progressivement, ils vont se développer sur Internet. Donc bravo pour l'initiative en tout cas. Un livre en coup de cœur, c'est rare que je le fasse, mais on est arrivé à la période de vacances, vous avez peut-être un peu plus de temps pour lire. Darwin, presque facile, par Pierre Jouventin. Alors Pierre Jouventin, c'est un crack, c'est quelqu'un qui est vraiment un scientifique, etc. Il nous fait un livre qui va simplifier la connaissance du darwinisme. Vous savez, Charles Darwin, il a créé la théorie de l'évolution à une époque où c'était extrêmement compliqué parce qu'il y avait encore une implication religieuse énorme dans les principes. On pensait toujours la Genèse en 7 jours, etc. Et lui, il a montré en fait que tous les êtres vivants, non seulement étaient beaucoup plus anciens pour la plupart que ce qu'on croyait, mais surtout qu'ils étaient liés les uns aux autres et qu'ils s'adaptaient et qu'ils évoluaient en fonction des conditions qu'ils rencontraient dans leur milieu. Ce livre va apporter un éclairage moderne en plus de ce que a fait Darwin, avec la présentation quand même historique de la bagarre qu'ils ont eue avec les autres scientifiques de l'époque, et l'homme qui est au final un animal parmi les autres, et c'était complètement révolutionnaire à l'époque. Donc ce livre se lit très facilement, il y a des illustrations qui sont sympas, ça vous rend vraiment cet homme plus proche et surtout ses idées plus modernes. Avant d'avoir terminé avec Darwin, on va se calmer un tout petit peu, on se repose quelques secondes seulement et on revient tout de suite après une petite page de publicité. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Qui c'est qui sonne ? Ah, Dotito, comment faire des graines de tulipes ? La question en elle-même, elle est intéressante parce qu'on peut se dire, tiens, oui, pourquoi toujours acheter des bulbes de tulipes ? Je ferais bien récupérer des graines, faire des semis. Il faut savoir que c'est quand même une méthode de multiplication 100% réservée à des professionnels parce que non seulement la culture est compliquée, mais en plus ça dure très longtemps puisqu'il faut entre 6 à 8 ans minimum à partir d'une graine pour obtenir un bulbe qui va être capable de vous faire une fleur correcte. En plus, les graines vous donnent une population mais totalement bizarroïde. Il y a tout et n'importe quoi parce que ça fait des siècles qu'on sélectionne, qu'on croise les tulipes. Il y en a énormément de sortes aujourd'hui de tulipes avec des groupes bien particuliers, les triomphes, les Darwin, les simplatives, les doubles tardives. C'est très compliqué. Donc quand vous avez des graines, surtout si vous avez plusieurs sortes de tulipes, elles sont mariées les unes les autres, vous avez un capharnaüm. Donc c'est vraiment la sélection en sachant que pour obtenir une variété nouvelle, et il n'y en a pas tous les jours, pourquoi ? Parce qu'il faut 20 à 25 ans. C'est beaucoup plus long que pour avoir un rosier. Le mieux, c'est de replanter les bulbilles. C'est très simple. Une tulipe, donc son oignon, après la floraison, développe des mini-bulbes tout autour, et ceux-là, vous pouvez les séparer, les cultiver les uns avec les autres, généralement dans une petite terrine. Si vous les laissez dans le sol, vous ne les retrouverez jamais. Ou alors, vous laissez la plante se naturaliser, mais sur la tulipe, la naturalisation, elle n'est pas aussi bonne que sur le narcisse, par exemple. On ne s'excite pas là-dessus. On va arriver au mois d'octobre. Ça sera la saison d'achat des bulbes de tulipes, et là, vous serez sûr d'avoir vraiment des fleurs.
Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Là, on parle d'une chose qui va vous sembler peut-être pour certains un peu bizarroïde, les géraniums qui n'en sont pas, ou plutôt les géraniums qui en sont vraiment. Tu peux répéter la question? Oui, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise, le pélargonium ou le géranium. On a toujours tendance à dire géranium des fleuristes en plus. Et on a appris comme ça depuis des siècles. J'ai travaillé quelque temps en jardinerie, c'était comme ça, c'est pas autrement, c'est le géranium. Ce que l'on appelle géranium des fleuristes, c'est une catégorie bien particulière, c'est le pélargonium grandiflorum. Le géranium classique, le géranium de balcon, c'est le pélargonium zonal ou le pélargonium X peltatum, c'est-à-dire le géranium lierre. Mais il existe des vrais géraniums, des géraniums dont le genre botanique officiel est bien géranium. Alors là, d'habitude, on est toujours à mettre M. Carl von Linné sur un piédestal parce que il a nommé tellement de plantes, et puis on va l'excuser pour l'erreur qu'il a pu commettre à son époque. Mais une erreur quand même qui dure. Voilà. Plus de 260 ans. Il recevait, M. Linné, à l'époque, des échantillons de végétaux du monde entier. Je vous rappelle qu'on est au milieu du XVIIIe siècle. Il a sorti Species Plantarum en 1753. À l'époque, il n'y avait pas des jets pour vous transporter une plante en quelques heures du bout du monde. On prenait le bateau, et puis on essayait que ça tienne le coup, et ça arrivait parfois dans des états pas terribles. Les pélargoniums sont originaires d'Afrique du Sud. Donc il fallait remonter depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'où il habitait M. Linné, en Suède. Donc il fallait quelques semaines quand même. Donc on peut l'excuser d'avoir confondu. Et d'ailleurs, même, on va lui tirer un coup de chapeau avant, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, sur les échantillons qu'il avait, que c'était déjà la même famille, les Géraniacées, que ça se ressemblait. Mais il a fallu attendre presque 50 ans pour que Charles-Louis, l'héritier de Brutel, français qui, le pauvre malheureux, a été assassiné en 1800. Il est mort assassiné, mais c'était un bon botaniste. Il s'est rendu compte que les géraniums, donc, dont nous allons parler maintenant, le vrai genre, avaient 10 étamines, que les fleurs des pélargoniums, qui, vous allez vous dire, par rapport à ce que l'on va vous présenter maintenant, ça ne se ressemble pas, mais si, le pélargonium botanique, le sauvage, il ne fait pas des grosses fleurs comme on connaît aujourd'hui, il a des toutes petites fleurs, et il a 7 étamines seulement. Et il y a même une autre plante qui est très proche, qui s'appelle l'érodium, et qui a, si je me rappelle bien, 5 étamines. Ces 3 genres-là peuvent être confondus quand on les regarde simplement. Qui sont ces fameux géraniums vivaces, comme on dit? D'ailleurs, quand vous allez en jardinerie, si vous demandez des géraniums, on va vous donner des pélargoniums. Oui. Mais si vous demandez des géraniums vivaces, on va vous donner les plantes dont nous allons parler maintenant. Au rayon vivace. Au rayon vivace. Ce sont des plantes vivaces, donc la racine va rester en vie et ils vont disparaître pendant l'hiver. Pas tous, pas tous, c'est vrai, mais semi-persistants. Oui. Et donc, on va les voir réapparaître, en tout cas pour les autres, au printemps. Et donc, vraiment une plante passe-partout qui est increvable chez nous. Même si on a un climat continental un petit peu difficile, ils tiennent très bien, peut-être un peu à l'ombre. Beaucoup de ces espèces sont des plantes d'ombre ou de mion, qui sont donc très intéressantes pour faire des tapis, des couvre-sols, dans des sous-bois assez clairs. Il y en a énormément, 400 espèces. Ah oui. Contrairement donc à ce que tu disais tout à l'heure, il y en a donc des vrais persistants. Macrorhizome, par exemple, qui est vraiment un gros géranium avec des feuilles très découpées, vraiment sympa. Géranium cinereum. Oxonianum, qui est aussi très intéressant, il fait des petites fleurs sympas. Bon, il y en a plein d'autres, Riversalianum, etc. Bon, eux sont persistants, donc on les cultive à la fois pour les feuilles et pour les fleurs. Les couleurs. Oh, wow, superbe. Moi, c'est le bleu qui me vient en tête tout de suite. Johnson's Blue. C'est la star finalement. C'est une des stars. Dans le bleu, oui. Mais il y en a des blancs, il y en a des roses, il n'y en a pas de rouge. Contrairement au pélargonium, qui lui a un vrai rouge. Ce qui est très intéressant dans la couleur de ces géraniums, c'est une couleur naturelle. C'est pas une couleur sophistiquée. C'est même dans les cultivars, on n'a pas de plantes qui gueulent. Vous pouvez les marier avec tout ce que vous voulez. Et puis alors, quelque chose qui va te plaire énormément, c'est la rusticité. Oui, increvable. Moins 20 degrés, sans aucun problème. Petite question, oui. Patrick, je vais t'induire d'erreur, tant pis. Est-ce qu'il n'y a pas des annuels? Non,
par définition, c'est les géraniums vivaces. Oui, mais il n'y a pas, tu sais, les géraniums à Robert, par exemple, qu'on trouve en mauvaise herbe. Il revient tous les ans. Ça, il revient tous les ans, ça je te le confirme. Oui. Ok. Le géranium robertianum, cette herbe à Robert, qui est mignonne d'ailleurs, Ah oui, un peu envahissante, qui a son charme. Et c'est une plante totalement de chez nous. Bon, la plupart de ceux qu'on cultive aujourd'hui en tant que plante ornementale sont quand même des végétaux qui sont, alors soit comme Cinereum, par exemple, originaire du bassin méditerranéen. Cinereum, c'est tout un groupe, souvent persistant, qui va apprécier, lui, contrairement à beaucoup d'autres, les sols un peu plus secs, puisqu'il est méditerranéen. Ballerina, par exemple, on le connaît bien, c'est un beau cultivar, avec des fleurs roses, assez soutenues, et avec un œil noir. Non mais ça c'est joli, hein. La fleur, le cœur est noir et tout le tour est rose assez soutenu. Dans les Pyrénées pousse Géranium andresii. C'est une plante de lieu humide, vous voyez. Là on était Cinereum sec et là humide. Donc en choisissant bien vos espèces, vous allez pouvoir les adapter à tous les types de jardins. Andresii, le cultivar qui s'appelle Vargrave Pink, est vraiment très intéressant. Il est plus haut que la plante d'origine qui mesure habituellement 40 cm. Lui, il atteint 60. Fleurs vraiment rose pâle, très très sympa, avec des touffes qui peuvent vraiment grossir en largeur. Ça, c'est aussi intéressant. C'est une plante dont on disait couvre-sol. Alors, c'est pas un tapis, mais comme ça pousse largement, on peut les planter serrés et obtenir quelque chose d'assez homogène. Tu nous as parlé de Johnson's Blue. Oui. C'est un cultivar, parce que c'est un hybride de Géranium pratincé et de Géranium himalayensé, qui a été créé en Angleterre en 1950. Il fait 50 cm de haut, ses feuilles sont très très découpées, et on n'a pas parlé de ça, elles se colorent en automne. Ça c'est intéressant aussi, parce qu'on va avoir une plante qui est évolutive, et puis alors là, en ce moment, parce que c'est juin-juillet, fleurs là elles sont grosses, 5 cm de diamètre, et puis bleu. Oui, bleu vraiment très fort, très marqué. Et très légèrement veiné de pourpre. Et ça, il faut regarder souvent les fleurs des géraniums vivaces, en gros plan, parce qu'elles sont rarement homogènes, et au contraire, elles sont complètement veinées de quelque chose qui est très très agréable, la plupart du temps, qui est vraiment d'une grande élégance. Dans les Pyrénées-les-Alpes, on a Géranium phaeum. C'est une plante pour des endroits très ombragés, t'en parlais tout à l'heure. Oui. En revanche, c'est un couvre-sol, oui, parce qu'il s'étend en largeur, mais il est haut, donc il fait à peu près 80 cm de haut. L'intérêt, c'est que ces fleurs sont très visibles parce qu'elles sont largement portées au-dessus du feuillage et elles sont rose foncé. Sanguineum, lui, on est plutôt Caucase, Turquie, plante de plein soleil et qui va apprécier les sols calcaires. Ça, c'est utile. Jardin de petite taille, terrain plutôt sec. On est sur des plantes qui fleurissent longtemps, là. De mai jusqu'à la fin août, pratiquement, dans des coloris qui vont être plutôt autour du rouge, du rose. Sanguineum, on voit bien un petit peu. Je vous disais, de ceux qui sont veinés, il y a Striatum, plus compact, rose pâle, veiné de rose foncé. Vraiment très très joli. Et puis n'oublions pas quand même Géranium sylvaticum, qui vient de Turquie lui aussi, très vigoureux, jusqu'à 70 cm de haut, fleurit dès le mois de mai et pendant tout l'été, feuillage très très découpé et fleurs bleues ou blanches. Et même chez Birch Lilac, on a des fleurs bleues lilacées avec un petit cœur blanc. Ça se cultive où ? Oh mais tout seul, ça se cultive tout seul. Non mais ça, à la limite, t'as même pas besoin de les planter, ça pousse tout seul. Non, il faut faire un trou, évidemment, on fait la plantation traditionnelle, plutôt à l'ombre, et puis arrosage, allez, la première année pour marquer le coup quand même, pour que les racines démarrent, et après on est tranquille, ça va tout seul. Un bon petit apport quand même de fumier décomposé au moment de la plantation, parce que c'est une plante qui aime bien les terres dans lesquelles il y a un peu à manger. Il y a une chose qui est importante, c'est quand vous plantez les géraniums vivaces, qui ont un système racinaire assez important, trempez bien la souche dans l'eau pour bien l'humidifier en profondeur pour pouvoir obtenir une bonne reprise. Généralement, il n'y a pas beaucoup de maladies. On peut avoir un peu d'oïdium chez certains. Les othyrynques, un peu, mais pas autant que sur, par exemple, les lilas ou les troènes. On peut peut-être sur certains, quand ils sont très petits, c'est pour ça acheter plutôt quelque chose d'un petit peu développé, avoir quelques limaces qui s'en régalent, mais sinon il n'y a vraiment rien. Laissez-les se développer à leur guise, ça va aller tout seul. Et je voudrais terminer avec juste un clin d'œil
le plus beau des plus beaux, pour moi. Le plus beau des plus beaux, qu'est-ce qui va nous sortir alors? Ah ben oui, non mais c'est de la triche, c'est pas tout à fait le même, le géranium de Madère. Ouais. Ah oui, mais là il est magnifique. C'est rare d'en voir, hein, c'est pas évident du tout. Pas en jardinerie par exemple, pas beaucoup. Non, on en trouve chez certains producteurs de pélargonium, Oui. des spécialistes. Monsieur Marcel Delomo. Ah, le Marcel. Ouais, dans la région nantaise. D'ailleurs, qui m'a offert un fuchsia à mon nom. Hein. Oui, j'avais entendu Ouais. ça, oui. C'est lui qui sait cultiver les géraniums de Madère. Ouais. Il en vend des pots magnifiques. On n'a jamais réussi C'est à les garder. compliqué, oui. Mais c'est une plante qui est montée sur échasse. C'est une plante qui est entièrement velue, avec des petits poils vraiment transparents. C'est d'une beauté terrible. Mais comme toutes les beautés, c'est délicat. Ça demande quelque chose d'assez compliqué pour la cultiver. Avec des fleurs de mai à juillet. Enfin, vraiment, j'adore cette plante. Si vous savez la cultiver, si vous avez le secret, vous nous envoyez un petit mot. On sera vraiment ravis. Antoine de Belgique nous pose une question sur News Jardin TV et il dit « Je possède un ancien abreuvoir en pierre bleue que je souhaite convertir en bac à fleurs dans mon jardin. Problème, il n'est pas percé et j'ai peur que le perçage ne fende la pierre qui a déjà pas mal vécu. Est-il vraiment nécessaire de faire un trou de drainage? Je pourrais mettre une épaisseur d'environ 30 cm de terre. Peut-on envisager un autre système ?» Non. Ouais, c'est ça. Non, bon, là, il faut oublier, parce que, bon, c'est vrai que les vieilles auges, certaines vieilles pierres creusées, etc., sont des récipients qui peuvent avoir un certain charme, mais, encore une fois, dès qu'on cultive une plante dans un contenant, le point le plus important, c'est le drainage. Si l'on ne peut pas évacuer l'eau, même pas l'eau d'arrosage, mais par une année pluvieuse, votre auge, c'est une piscine. Mais pourquoi Oui, c'est pas vrai, d'ailleurs? oui. Parce qu'on peut très bien à ce moment-là faire plutôt un petit bassin oui. avec une petite plante aquatique et créer un mini-jardin original. Mais en aucun cas, vous remplissez ça de terre et vous mettez des plantes dedans. Peut-être des papyrus. Ou alors sur une terrasse à l'abri. Et donc là, on va mettre des billes d'argile dans le fond, mais il n'y a pas la pluie qui va intervenir. Oui, mais il va falloir avoir les doigts bien verts pour pouvoir arroser correctement. Donc ne faites pas ça. Et je pense que l'idée du bassin, c'est quand même beaucoup plus sympa. Vous avez avoir quelque chose, 30 cm de profondeur. Vous pouvez même mettre des mini nénuphars là-dedans. Il faudra rajouter une petite pompe aussi pour pouvoir filtrer l'eau. Enfin, c'est tout un truc, mais ça peut fonctionner. Et en tous les cas, ce qui fonctionne très très bien chez nous, c'est une petite pause de publicité. C'est tout de suite. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre deux cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Au mois de juillet, je crois qu'on aimerait bien se reposer, mais au jardin, on ne se repose pas. Enfin, si, on peut quand même en profiter en ce moment. On déstresse, donc on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas se reposer, mais quand même on déstresse en allant cueillir toutes les fleurs qui traînent. Ah, oui. Pour les manger. Bah, entre autres, mais pas que. Fleurs fanées au compost. Oui, les fleurs fanées au compost, les fleurs à ramasser aussi, donc la récolte, mais pas que la récolte, puisque quand on coupe les fleurs de basilic, ok, on récolte, mais en même temps, on donne un petit coup de main à nos basilics, mais ça, on en a déjà parlé. C'est intéressant de le rappeler, si vous pincez bien le basilic, vous allez avoir des ramifications qui favorisent le développement des feuilles, et c'est quand même ce qu'on cherche en premier. Mais toi, tu manges aussi les petites sommités florales. Alors quand on dit manger, c'est exagéré quand même, c'est juste accompagner une salade pour faire un peu de déco, hein, voilà. C'est plutôt sympa. Autre fleur? Capucines, je vais les laisser parce qu'elles vont faire des graines, donc je touche à rien. Et donc les graines au vinaigre, c'est excellent. Par contre, il y a tout un tas de floraisons, je vais commencer par les rosiers, parce que ça c'est évident, donc on va couper. Tu manges les rosiers? Ouais. On pourrait, bien sûr, mais on va pas le faire pour l'occasion. La promenade au jardin pour aller observer toutes les fleurs et faire le nettoyage. Voilà. C'est quand même une période dans laquelle il faut se balader dans le jardin, on en profite, c'est vraiment très très bien. En revanche, il y a quand même cet entretien inévitable
de toute saison, mais surtout en ce moment, désherbage, tonte. Alors tonte peut-être un petit peu moins Un souvent. peu moins, on est plus peinard. Là, quand même, ça pousse nettement moins vite à cette période. Et donc, c'est juste les tiges de plantain. On va essayer de réguler, quoi. Oui, alors, c'est pas un gazon qu'il a, donc évidemment, Oui. vous avez compris. On va certainement pas. Et tu tailles ce qui dépasse, quoi. C'est ça, c'est comme mon petit tour de fleurs. Je vais regarder, puis il y a toujours une branche ou deux qui est cassée, abîmée. Bon, c'est un nettoyage qui est plutôt cool. Ça permet quand même d'avoir au final un aspect du jardin toujours impeccable. Oui, et toujours une vision de ce qu'il y a à faire aussi, parce que quand tu te balades et que tu fais ça, tu découvres toujours. Il y a eu une limace à un endroit, il y a eu un truc ici, tu vois toujours les petites imperfections, branches cassées aussi. Ça m'est arrivé l'an dernier sur les Un petit pruniers. coup de vent et tout ça. Ben voilà, oui. Le matin de bonne heure? Non, n'importe quand, parce que le matin de bonne heure est réservé plutôt au travail parce qu'il fait frais. Les journées sont bien réglées l'été. Hein. Le soir, c'est arrosage, et dans la nuit, c'est la chasse aux limaces. Alors tu tailles tes cucurbitacées, c'est quoi la technique? D'attendre qu'il y ait des petits fruits déjà pour voir clair, parce que c'est vrai que quand on en a beaucoup, on va pas tout tailler. Alors le melon aussi, c'est bien un peu plus précis, mais on va dire qu'on va laisser entre 4 et 6 fruits par plante, et puis on va couper au bout, parce que pour les courges, en tout cas, ça a tendance à filer, à prendre de la place, donc on a intérêt quand même à limiter. Oui, puis il faut concentrer un peu la sève sur les fruits si on veut avoir quelque chose de bien. Bon, s'il pleut, évidemment, attention aux limaces. On peut mettre quand même un peu de phosphate ferrique, plutôt en préventif, le phosphate ferrique, parce que si vous le mettez trop tôt, enfin trop tard plutôt, elle mange plutôt vos cultures et elle ne mange pas le phosphate ferrique et vous avez quand même des dégâts. Surveillez le niveau des olas. Oui, Olas, tu sais, je t'en ai déjà parlé, je t'en parle souvent. C'est pratique puisque c'est dans les carrés potagers, en tout cas, ça nous dépanne bien. Et donc, le niveau d'eau a tendance à descendre pas mal en ce moment. Le pesto de bourrache, c'est quoi ça? Oh là là, qui connaît pas celui-là? La bourrache, on a tendance à dire c'est une râpeux, fleur comestible. Ben non, mais il faut prendre les jeunes feuilles bien hachées, j'allais dire mâchées, non, bien hachées, et on fait un pesto qui est magnifique. Alors évidemment, l'avantage par rapport au pesto de basilic, bon, le goût est un peu différent, iodé, mais il n'empêche que ça accompagne plein de choses. On fait des nouilles avec le pesto de bourrache parce qu'il est très bon, et il y a beaucoup plus de feuilles par rapport au basilic. Puis ça pousse tout seul. Hein. Ça doit râper un peu sur la langue. Non, du tout. Tu te fais des idées quand même, c'est fou ça. Bon, on va diviser les grosses touffes des plantes vivaces qui ont fleuri au printemps, de façon à les rajeunir et à permettre de nouveau une belle floraison. N'oubliez pas de tutorer les dahlias, du moins les grands, et puis vous pouvez aussi pincer les tiges quand elles sont un petit peu trop longues et qu'elles n'ont pas encore formé les boutons pour pouvoir avoir plus de ramifications. Attention, c'est vraiment une sorte de garde-manger à pucerons. Les dahlias en général sont couverts de pucerons noirs notamment. Tondre le gazon plus haut de coutume, tu l'as pas dit. Moi je tendrais plutôt le gazon un peu plus haut pour que les brins s'ombragent les uns avec les autres. Ça ne m'arrive jamais parce que je suis toujours, même au printemps, en position haute. En ce moment on ramasse l'herbe coupée parce que si vous la laissez sur le sol, ça fermente et ça peut vraiment créer des maladies. Récolter la lavande là, en ce moment. Oui, c'est vrai. Moment. On va ensacher les fleurs. Oui, on va ensacher, mais on peut la tailler en même temps. Donc finalement, oui, c'est récolter et tailler. Alors si vous taillez, vous ne coupez pas sur le vieux bois, vous laissez au moins 3 cm de jeunes pousses de la base de cette année. Il y a des récoltes quand même au potager, les oignons, l'ail, l'échalote, tout ça quand ça a bien jauni. Généralement, on laisse ressuyer ces légumes bulbeux sur le sol 2-3 jours s'il fait sec, parce qu'à ce moment-là, ils se gardent beaucoup mieux. Et puis, tiens, tu m'as pas parlé de ça. Les altises, comment tu fais pour t'en débarrasser? Alors, la technique est extrêmement simple. Je ne plante plus de choux. Il y a 2 ans, on a été tellement déçus par les cultures de choux qui étaient envahies d'altises. Le seul moyen, c'est le filet de protection, mais qui est compliqué à mettre, le filet anti-insectes. Le filet anti-insectes. Alors là, on va retourner sur Instagram, rencontrer un Français qui parle pas français. Voilà, il parle pas français, mais je comprends son anglais. Yes, it is very good. Donc il a un accent très prononcé et très français, un petit jeune. Il s'appelle Patrick, il a 38 ans. Il s'appelle comment son site? The Frenchy Gardener. Donc @ The Frenchy Gardener, 540 publications, 42 600 abonnés, c'est déjà pas mal. On est à Berlin parce que c'est un gars qui voyage beaucoup. Il est allé à Paris, il est allé à Amsterdam et maintenant il est à Berlin. Il est originaire de la campagne française, il dit pas où, mais il a
a aimé ça avec ses grands-parents. Puis 2 ans, il a découvert le jardin et il nous fait partager tout, un petit peu tout. Et alors, c'est très bien fait parce qu'il s'agit de réel. Tu sais, c'est des petites vidéos assez pratiques dans lesquelles il nous explique comment faire. Il n'est pas trop expert, mais il fait passer justement le message à des non-experts qu'on croise de plus en plus. Et il va expliquer depuis sa première graine jusqu'à la pousse. Il y a beaucoup de potager à l'intérieur. Et c'est quoi la qualité des explications ? Ah, c'est très simple et c'est très bien fait. Dans un réel, tu as 30 secondes finalement pour t'exprimer. Il faut aller à l'essentiel et donc c'est plutôt pas mal fait. On comprend tout de suite le message. Alors nous, on préfère une émission d'1 heure. On a l'occasion de mieux expliquer les choses. Alors, dans les livres, j'ai quelque chose en beau livre sur les insectes qui sont quand même de plus en plus intéressants et intéressés dans les jardins. Ce livre, Les insectes rois de l'adaptation, de monsieur Luc Passera, a été édité par Kae. J'aime bien cet éditeur Kae, il y a toujours des très très beaux livres, des livres intéressants. Donc on se rend compte aujourd'hui que de plus en plus, les insectes ont un rôle important à jouer dans notre quotidien et on les connaît mal. On ne connaît pas forcément leur stratégie, leur évolution, la façon dont ils vivent. Et puis alors, il y a des insectes qui ont des couleurs, des formes absolument extraordinaires. C'est quand même un très beau livre avec des images que l'on rencontre assez rarement, mais on vous explique plein de trucs. On vous explique la diffusion des phéromones, on vous explique les signaux lumineux odorants, comment ils se nourrissent, ce qu'ils mangent, comment ils migrent également, comment ils s'adaptent à des milieux inhospitaliers, comment ils peuvent être aussi mimétiques. Donc il y a énormément de choses dans ce livre, c'est un feu d'artifice de couleurs et de choses très très intéressantes. Je rappelle, donc ça s'appelle Les insectes rois de l'adaptation de Luc Passera chez Kae. Ça coûte 26 €. C'est un livre qu'on peut aussi offrir. Maintenant, l'initiation à la sorcellerie. Ah, j'adore. Avec Mon jardin de sorcière. Alors c'est pas vraiment un livre, c'est un coffret. Il y avait un livre chez Plume de Carotte, d'ailleurs du même auteur, Bernard Bertrand. Là, il est avec Frédéric Lizac. Pour ce livre coffret, donc il y a l'idée d'une sorcière jardinière avec des savoirs, des traditions populaires, des vieilles histoires. Ça commence par la découverte d'un vieux coffre dans une cabane, dans un jardin oublié, avec des sachets de graines, justement. Là, on a ça, des photographies, des vieilles choses jaunies, un herbier, voilà, comme on a ici, avec des plantes sauvages. Et puis, il y a un carnet de sorcellerie, là, pour avoir un petit peu les recettes. Donc, c'est rigolo, c'est original, c'est bien fait. Franchement, on prend plaisir à regarder ça. Alors, c'est plutôt, effectivement, pour peut-être pas des enfants quand même, mais des jeunes. Ou pour moi. Ou pour toi, oui. Écoute, tu l'offriras. Il y a un parchemin ultra secret des sorcières pour qu'elles transmettent de mère en fille toutes leurs recettes depuis la nuit des temps. Et il y avait 3 sachets de graines magiques, tu les as. Il y a des baies d'églantier pour fabriquer le poêle à gratter. Il doit y avoir, quand on le coupe, le poêle à gratter à l'intérieur de ces baies d'églantier. C'est bien fichu, on peut passer un bon moment avec ça. D'ailleurs, pourquoi pas profiter de l'été pour offrir ça justement à des jeunes, les initier un peu à la nature à travers des questions un peu bizarroïdes. Nous avons une question de Hop. Concernant les cochenilles dont vous présentez des traitements dans plusieurs de vos vidéos, je n'ai rien vu sur l'huile de Nîmes qui, je crois, bloque les mandibules des insectes et qui les tue. Qu'en pensez-vous, Patrick ? Ça y est, j'étais bloqué. Qu'est-ce que le Nîmes ? C'est un arbre originaire de l'Inde qui s'appelle aussi le margousier, Asidaracta indica, famille des méliacées. Méliacées dans lequel on trouve certains arbustes comme le Melia azedarac par exemple, qui est un très bel arbuste. On trouve aussi les niaoulis de Nouvelle-Calédonie. Cet arbre sécrète énormément de substances chimiques et il est utilisé depuis la nuit des temps là-bas en Inde pour 1001 choses. On en fait du savon, du dentifrice, des produits de beauté, des produits aussi contre les poux, c'est contre tout. Il a fait évidemment l'objet d'études scientifiques intéressantes pour pouvoir se rendre compte est-ce que c'est des croyances populaires ou est-ce que ça fonctionne. Les effets insecticides du Nîmes sont réels, notamment de l'huile de Nîmes, parce que l'azadiractine, donc qui est le composé le plus efficace qui est à l'intérieur de cette plante-là, joue exactement ce qui a été dit. Ça a un rôle sur
le système nerveux de l'insecte et ça va le bloquer au niveau de son comportement alimentaire. Le seul problème, c'est que même si la toxicité est considérée comme assez faible pour les mammifères et les oiseaux, la substance n'est pas mutagène. C'est une substance très 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 toxique pour la faune aquatique, donc notamment les poissons, les crustacés, etc. Elle n'est pas autorisée officiellement aujourd'hui dans notre pays, parce que il faut savoir que tout produit qui a un effet notamment insecticide ou fongicide ou herbicide ou rodenticide, c'est-à-dire contre les rongeurs, doit bénéficier d'une et même une autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire tout simplement une homologation par les services officiels qui sont représentés par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement, qui produit l'autorisation. Mais pour avoir une autorisation, il faut avoir une demande. Et pour cette demande, il faut aussi déposer un dossier qui coûte généralement très cher parce qu'il faut avoir travaillé sur toute la toxicité et être capable de prouver que le produit non seulement est efficace, parce qu'on ne vend pas de la poudre de perlimpinpin, mais en même temps qu'il va rentrer dans les normes respectables aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement. Donc aujourd'hui, bien que ce produit soit énormément employé dans plein de pays, il n'est pas officiellement autorisé chez nous. Je ne vais pas vous en dire plus parce que on pourrait ergoter autour de ça. Ah oui, mais pourquoi ils ne l'ont pas fait, etc. Ben, il faut voir, essayer de trouver un industriel qui aurait la volonté de créer une gamme à partir de ça et de déposer peut-être une demande d'homologation. Ceci dit, c'est pas complètement innocent. Encore une fois, à partir du moment où on a des produits, même d'origine naturelle, et souvent, surtout d'origine naturelle, qui ont une efficacité, qui ont une action, ben, c'est pas de l'eau pure. Donc il faut aussi se méfier. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas dangereux. Donc l'huile de Nîmes, comme elle n'est pas autorisée, moi je vous dis simplement, on ne l'utilise pas. Voilà, je ne peux pas aller plus loin que ça. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Nous allons essayer de parler d'une plante qui va ravir mon ami Roland, puisque c'est une plante du potager, et qui nous racontera quelques histoires peut-être piquantes, à savoir les piments. Ah oui. Oui, c'est toujours des histoires piquantes ou brûlantes, on pourrait dire même, parce qu'on a tous fait l'essai d'un piment, puisqu'il y a différents types de piments. On est toujours convaincu que c'en est un qui craint rien, et évidemment, on croque là-dedans. On a eu des crises de larmes. C'est vrai que parfois, ça fait couler les larmes sans qu'on le veuille. Je voudrais quand même vous citer une phrase magnifique de M. Christian Bobin dans son livre Jet, le jet comme le jet des chênes de 1998. Il dit « Les secrets sont des piments sur le bout de la langue. Tôt ou tard, ils mettent la bouche en feu. » C'est joli. Hein. C'est pas fou en plus. Donc le piment, c'est un des assaisonnements les plus populaires du monde, autant que le sel, le poivre, surtout effectivement dans les pays chauds. Alors je ne sais pas si c'est la chaleur qui demande d'avoir aussi de la chaleur dans la bouche, mais en général c'est ça. Alors, botaniquement, c'est quoi? Capsicum, c'est pas, je suis pas loin de capsicum. C'est ça? Mais oui. Anome. Famille Solanacées. Ah, c'est une Solanacée, oui, c'est pour ça qu'elle est tordue comme ça. Non, c'est vrai que des fois, les Solanacées, il y a des sacrés spécimens quand même. Oui, comme le datura par exemple. Oui. Mais tomates, pommes de terre, aubergines, Solanacées. Hein. Oui. Donc c'est pas que des choses mauvaises. 39 espèces dans le genre Capsicum, mais on utilise 5 espèces. En général, on va essayer de les voir en détail. Dans le catalogue européen des espèces et variétés, vous savez, tout ce qui est comestible, il y a un catalogue officiel. Plus de 2300 variétés inscrites de piments et de poivrons, uniquement dans l'espèce Capsicum annuum. Et rien qu'en France, il y en a 155 dans le catalogue français. Ah bon, on ne retrouve pas tout en jardinerie quand même. Non, mais chez les producteurs. Hein. Non, mais en regardant bien dans les catalogues des semenciers, tu dois pouvoir en trouver des listes extraordinaires. Donc on va commencer par Capsicum annuum. C'est l'espèce la plus cultivée. On connaît ces piments sous plein de noms. Jalapeno, piment de Cayenne, le paprika de Hongrie, et même le piment d'Espelette. Ah oui. Le piment d'Espelette est un Capsicum annuum. Le piment d'Espelette, d'ailleurs, qui est une variété bien précise, qui s'appelle Goria, que l'on cultive essentiellement dans le Pays Basque, et qui est un piment à la fois fruité et dont la saveur piquante ne se développe qu'après séchage. Et d'ailleurs,
c'est important de le dire parce que méfiez-vous énormément des piments séchés. Encore plus que des piments frais. Il y a des très très beaux capsicum annuum décoratifs. Le Peruvian Purple, par exemple, il n'a aucun goût intéressant, mais il a des belles fleurs violettes et des fruits aussi de cette couleur-là. Capsicum baccatum, alors lui, il n'est pas très répandu chez nous, surtout en Amérique du Sud. On cultive des piments qu'on appelle des aji, A-J-I, donc des capsicum baccatum, fleurs blanches, avec parfois des nuances un petit peu jaunes et vertes, et des fruits qui ont une forme de cloche. Et ça, c'est très joli à voir. Il y a des jardins qui les utilisent uniquement en décoration, ces fruits de capsicum baccatum. Alors là, tu vas me dire, enfin, c'est pas Monsieur Linné, mais là, il s'est planté. Monsieur Niklaus Joseph von Jacquin, qui a baptisé un capsicum chinensé. Il vient pas du tout de Chine. Ah oui, normalement, quand tu dis chinensis ou chinensé, c'est... Oui. Il vient aussi d'Amérique du Sud, mais il pensait qu'il était originaire de Chine. On était en 1776, donc il a quelques excuses, parce que dans la cuisine chinoise, il y a souvent des piments, mais ces piments avaient été importés depuis longtemps par des explorateurs venus d'Europe et qui l'ont introduit en Chine. Les Chinois ont trouvé ça très bien, ils l'ont mis dans leur cuisine. Et donc, le père Jacquin, il s'est planté. Il s'est complètement planté, mais comme il a été le premier à décrire et nommer cette espèce, on a gardé Capsicum chinensis. C'est là qu'on trouve quelques-uns des piments les plus puissants qui puissent exister sur la planète. Il y a habanero, bon ça on le consomme, mais Bhut Jolokia a été longtemps considéré comme le piment le plus fort qui existe. Vous verrez que c'est pas lui aujourd'hui, mais il est à l'origine de tous ces piments qui dépassent le 1 million sur l'échelle de Scoville, et on parlera de cette fameuse échelle de Scoville dans quelques instants. Il y en a un qu'on appelle le piment enragé, Capsicum frutescens. Donc il doit calmer, lui, non? On connaît très très bien, c'est celui qui donne le tabasco. Donc avec cette fameuse sauce. Bon, pour vous donner une idée, Bhut Jolokia, on est autour du 1 million sur l'échelle de Scoville. Là, on n'est qu'à 30 à 50 000. Oh, c'est un truc de rigolo, quoi. Mais il y a quand même le piment oiseau, le pili-pili, qui sont là-dedans. Oui. Hein. Bon. Le tabasco, entre parenthèses, c'est une réussite mondiale, économique de folie. C'est M. McIlhenny qui, en 1868, a eu l'idée, il s'appelait Edmund d'ailleurs, il était banquier, mais il y avait une vieille recette familiale où il mettait du piment dans des tonneaux avec du vinaigre. Il a fait ça, ça a marché, et aujourd'hui dans le monde entier. Mais Tabasco, c'est une marque? Non, ou c'est alors, c'est sa marque, effectivement, mais c'était au départ la variété du piment utilisé, qui est toujours d'ailleurs celui-là. Chez le dernier dont on va parler maintenant au niveau espèce, c'est Capsicum pubescens, qui n'est pas très connu en culture chez nous, parce qu'il est surtout tropical. Fleurs violettes, très jolies, et il produit des graines de couleur noire. On le connaît sous le nom de piment rocoto, et il a l'avantage d'être totalement vivace, mais sont aussi des piments qui sont classés entre 100 et 200 000 sur Scoville. Donc on est très chaud. On vous parlait de Scoville plusieurs fois. Quelle est cette échelle? C'est la manière de classer la force de la capsaïcine. La capsaïcine, c'est la substance qui donne cette saveur brûlante parce qu'elle agit sur nos récepteurs de chaleur de notre système nerveux. Et lui, M. Wilbur Scoville, en 1912, c'est un pharmacien américain, il imagine un test qui aujourd'hui porte son nom et qui était au départ un test sur le goût pour simplement évaluer le degré de chaleur, la force des piments. Il faut savoir que si vous avez 10 000 sur l'échelle de Scoville, ça veut dire qu'il faut diluer 10 000 fois la quantité que vous avez analysée pour que la capsaïcine ne soit plus détectable. Pour vous donner quelques exemples, le piment de Spelette, il est à 1500, 2000, 2005 maximum. Le jalapeno, on est jusqu'à 10 000. Ah oui. Le cayenne, on est entre 30 000 et 50 000. Le tabasco, entre 50 et 100 000. Le habanero, 80 à 300 000. Ça dépend un peu. Plus il y a de chaleur, plus ça monte aussi. Mais le champion, le top du top, le plus fort de tous, il s'appelle Pepper X. Et il est arrivé sur le marché en 2017 simplement. Parce qu'en fait, c'est une sorte de compétition chez les obplanteurs pour avoir le piment le plus fort du monde. Alors attention, Pepper X,
il atteint 3 180 000. Mais t'en fais quoi là? Rien. Rien, on va pas... Sauf que son créateur, qui s'appelle Ed Curry, il a créé une sauce qu'il a appelée The Last Dab. Ça veut dire la dernière touche. Ah oui, Le truc, tu m'étonnes. avant de mourir, certainement. Juste avant Pepper X, il y avait Carolina Reaper, 1 569 300 unités Covid. Et puis, il avait dépassé en 2013, c'est récent cette bagarre-là, il y avait le Trinidad Scorpion, 1 463 700 unités. Et puis, donc, il y avait ce fameux Bud Jolokia, dont je vous ai parlé, qui est à l'origine de tout ça. Il y a très longtemps qu'on cultive le piment. C'est une plante qu'on a rencontrée dans les fouilles archéologiques du Mexique, 7500 ans avant Jésus-Christ. On a complètement ignoré cette plante avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est une plante donc, qui, pour notre culture européenne, est relativement récente. Le compagnon de Christophe Colomb avait écrit quand il arrivait sur Hispaniola, ce qui est aujourd'hui Haïti à la République dominicaine, il dit « Les indigènes mangent ce fruit comme nous mangeons des pommes ». Donc c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de cultures, on mange du piment comme ça, et des Européens, on n'était pas habitués à manger ça, on trouve ça terrible. C'est clair. Mais plus on en mange, et plus on résiste à la chaleur du piment. On ne va pas aller très très loin maintenant par rapport à ça, je vous raconter déjà pas mal de choses, simplement dire qu'on peut utiliser sans aucun doute le piment comme un insecticide biologique. Parce que en faisant macérer des piments dans de l'eau, on obtient donc quelque chose de très brûlant que l'on peut pulvériser, notamment sur les pucerons. C'est très utilisé en Amérique du Nord. Moi, j'ai vu même des produits qui étaient vendus à base de piment. Je suis étonné que nos amis qui font de la recherche dans cette matière-là ne nous aient pas proposé ça. Ça brûle pas la plante? Peut-être que c'est la meilleure question qu'on pourrait poser. Est-ce que ce côté brûlant ne touche que les organismes animaux et que ça touche pas la plante? On peut essayer, essaye. Oui. Ah, ça serait intéressant. Ouais, tout à fait. Voilà, c'était intéressant, comme dit Roland. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On remercie toute l'équipe. Bon, Roland en premier déjà. Hein. Merci Patrick. Roland, merci d'être avec nous. Il apporte sa bonne humeur. On avait Luc à la manette. Là, il est en train de nous faire le son que vous apprécierez. Et n'oubliez pas, on a quand même le podcast uniquement audio sur toutes les plateformes. Monsieur Miguel, toute la technique est autour de Miguel. C'est lui qui manipule tout. Il est en train aussi de tirer les oreilles de Nicole qui est en train de faire des photos et qui, je pense, passe de temps en temps ses cheveux dans le cadre. Et puis, bien sûr, il y avait la mascotte. Ah oui. Vous l'avez pas entendu, vous l'avez pas vue. Elle est tellement adorable. Regardez, elle débarbouille notre ami Roland. Voilà, ça vous montre que les jardiniers aiment la nature, les jardiniers aiment les animaux et tout simplement, les jardiniers aiment les hommes. On vous aime, on vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter.